À la une de l'actualité économique de cette semaine, retoqué le jeudi, rétabli le vendredi. À chaque jour, son lot de nouveautés sur le front de la guerre commerciale de Donald Trump. Une cour d'appel américaine a décidé de suspendre le blocage des droits de douane réciproques décidé par le tribunal de commerce international des États-Unis. De son côté, la Maison-Blanche se dit prête à aller devant la Cour suprême, de quoi alimenter l'incertitude et les inquiétudes des industriels et des marchés financiers. Nouvel épisode d'une guerre commerciale dont une issue pourrait se trouver en Asie, c'est ce que pense Emmanuel Macron. Le président français a achevé une tournée de 6 jours au Vietnam, en Indonésie et à Singapour. L'occasion de signer plusieurs milliards de contrats et de se poser en troisième voie dans une région qui se trouve sur la ligne de crête, coincée entre l'influence américaine et les appétits chinois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Comme chaque semaine, décryptage des événements qui ont fait bouger les lignes de l'économie mondiale ces derniers jours. Et pour nous aider à y voir plus clair, nos invités. Bonjour Anne-Sophie Alsif. Vous êtes la chef économiste du cabinet d'audit et de conseil BDO en France. Benjamin Correa, bonjour. Merci d'être avec nous, professeur émérite à l'université de Paris, à l'université Paris 13, et membre des économistes atterris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Boris Lombard, ancien dirigeant d'entreprise, membre de la Chambre de commerce franco-allemande. Et puis Thierry Mermet, PDG de Source of Asia. C'est une entreprise qui est basée au Vietnam et qui aide les sociétés étrangères à s'implanter en Asie du Sud-Est. Merci à tous les quatre d'être avec nous. C'est donc une véritable saga qui se joue en ce moment aux États-Unis, celle des droits de douane de Donald Trump. Dernier épisode en date. Une cour d'appel a décidé de maintenir temporairement les surtaxes sur les produits importés. Moins de 24 heures plus tôt, pourtant, le tribunal de commerce international des États-Unis avait décidé de les suspendre, considérant que le patron de la Maison-Blanche avait outrepassé son pouvoir présidentiel. Les explications, pour y voir plus clair, de Mathieu Mabin à Washington. C'est une juridiction qui fait habituellement assez peu parler d'elle. Le tribunal commercial international qui incarne donc l'échelon fédéral qui, une fois encore dans le parcours politique de Donald Trump, a fait trembler le président républicain. Un seul juge de New York a suffi à faire chanceler le plan du président de taxer massivement, comme on le sait, les produits d'importation aux États-Unis. Cette recette miracle qui, selon l'administration Trump, va permettre à l'économie de centaines de milliards de dollars. Pendant que quelques heures, donc, une simple lecture du droit constitutionnel américain a confisqué à Donald Trump son pouvoir présidentiel de contourner le Congrès des États-Unis, car c'est de cela qu'il s'agit. En première instance, le magistrat considérait que non, la situation économique américaine n'était pas assez critique, ou en tout cas pas aussi critique que le président Trump la décrivait, pour décréter l'état d'urgence économique. Une vision donc qui, moins de 24 heures plus tard, était démentie par la cour d'appel et confisquait ainsi au président sa manœuvre. Mathieu Mabin, le correspondant de France 24 à Washington, et on va repréciser que cette décision de justice concerne principalement les droits de douane réciproques. Alors Anne-Sophie Assis, je me tourne vers vous. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ces droits réciproques ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est un peu les droits qu'il avait annoncés lors de son fameux jour de l'indépendance, c'était de dire, voilà, je suis taxé à 30% d'un pays lorsqu'on exporte à l'étranger, et donc les États-Unis, sur ce type de produit, vont appliquer absolument les mêmes droits. Et il avait, le fameux jour de l'indépendance, on se souvient avec son tableau, brandi des taux pays par pays, et on se demandait, nous, économistes, comment ces taux avaient été calculés. On essayait d'avoir de savants calculs. Bon, visiblement, c'était beaucoup moins scientifique que ça. Donc, son idée, en tout cas l'idée de la Cour, c'est de revenir sur ces taux qui ont été calculés. Et ce qui est assez intéressant, c'est vraiment l'argument économique de dire, je vous cite, c'était tout à fait exact, que la situation des États-Unis, donc en fait le bilan économique adressé de Donald Trump est peut-être faux et que finalement on n'est pas dans une situation si critique qui explique qu'on avait ce jour de l'indépendance. Donc c'est cet argument économique qui est assez important parce que ces droits de douane se basent là-dessus. Donald Trump dit le monde entier nous arnaque, entre guillemets, et donc on doit mettre des droits de douane pour que les industries viennent produire aux États-Unis. Là, ce que dit le tribunal de commerce, c'est quand même l'instance qui juge ces entreprises, dit, mais en fait, c'est faux, le diagnostic serait faux, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de justificatif à avoir ces droits de douane, en tout cas de ce montant. Donc c'est ça l'argument qui est assez intéressant, et peut-être
peut-être, ce sera intéressant de voir, puisque là, on voit qu'on a un peu un statu quo, on attend ce qui va se passer. Eh bien, quel argument, si la décision est finalement adoptée ou pas? Est-ce que ce sera plutôt un argument politique? Donald Trump va beaucoup là-dessus. C'est nous qui sommes élus, c'est le peuple, il n'y a pas de contre-pouvoir. Ou l'argument économique qui va primer? Ça, normalement, on devrait le savoir aux alentours du 9 juin, parce que chaque parti doit apporter son argumentation. Benjamin Corriat, quel impact sur les prix et par extension sur la consommation et la croissance avec ces droits de douane? Je vais y venir, mais je voulais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit que cette décision du tribunal international du commerce, en fait, elle n'est pas surprenante parce que la question des droits de douane et de la politique commerciale en général, dans la Constitution américaine, ça relève du Sénat. Et c'était la condition qu'ont mis les États pour se confédérer. C'est que la question du commerce extérieur ne soit pas entre les mains de la présidence. Même le secrétaire d'État au commerce, il ne rend pas compte au président, il rend compte au Sénat. Donc je veux dire, Trump s'est mis dans une très très mauvaise position juridique et constitutionnelle, parce que ça n'existe pas qu'un président décide de la politique commerciale. Vous êtes en train de nous dire qu'il est totalement illégitime quand il utilise les tariffs comme il les nomme. On va voir la suite juridique, mais si vous voulez, c'est des choses que j'ai étudiées, ça. La condition pour que les États se confédèrent au nord et au sud, c'était que les questions commerciales soient entre les mains du Sénat et pas dans celles du président. Et là, tout d'un coup, il a tout chamboulé. Bon, voilà. Donc, ça laisse mal augurer de la suite pour ce qui concerne ces droits de douane réciproques. Pour des droits sectoriels, c'est une autre histoire. Mais là, les droits réciproques, ça concerne la politique commerciale d'ensemble. Et sur la question de l'impact sur l'économie, du coup, alors, l'impact est-ce qu'on peut calculer si jamais il était rallié par le Congrès? Moi, j'ai très envie de dire qu'on peut toujours s'amuser à calculer, encore que ça soit extrêmement difficile. Je pense que mes collègues économistes seront d'accord avec moi, mais on calcule quoi? C'est-à-dire, on se cale sur quelle décision, de quelle cour, à quel moment, et sur quelle déclaration de Trump, à quel moment. Comme ça change pratiquement tous les jours, bon, la seule chose qu'on peut dire, et là, je pense que les économistes sont d'accord là-dessus. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça ne peut avoir pour les États-Unis, comme pour nous d'ailleurs, que des effets à la hausse sur les prix, dans la mesure où, en dernière analyse, c'est les consommateurs qui payent l'essentiel des droits de douane. Les entreprises peuvent être amenées à en absorber une partie à partir de leur marge, en diminuant leur marge, mais une grosse partie des droits de douane sont absorbés par les consommateurs. Mais on est dans une situation d'instabilité complète. Boris Lombard, vous qui êtes chef d'entreprise, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu dire que Donald Trump voulait relever les droits de douane? Comment est-ce qu'on calcule ça quand on est patron? On se dit qu'on va rogner sur ses marges, on se dit qu'on va répercuter sur le prix final. Comment on fait? On est dans une incertitude totale, ce dont ont horreur les industriels, puisque l'industrie, c'est par essence le temps long, et l'incertitude est d'autant plus forte qu'on a des allers-retours permanents de l'administration américaine sur ses droits de douane. Néanmoins, je crois qu'on a changé de monde, il faut qu'on se prépare à la guerre commerciale, c'est ce que ça indique, quelles que soient les étapes sur le chemin et les revirements auxquels on peut assister. Je pense que l'animal blessé que va être Donald Trump à la suite de cette décision va revenir à l'attaque, et de toute façon, il faut qu'on se prépare au niveau européen à la négociation. Mais c'est vrai que ça fera très mal pour les entreprises européennes. Et moi, ce qui m'apporte plutôt, c'est l'agenda que l'Europe va pouvoir définir pour faire face aux États-Unis et les objectifs qu'elle va mettre sur la table. Parce que j'ai plutôt l'impression que face à l'agressivité américaine, l'Europe est plutôt dans un registre défensif. Alors que lorsque on se présente à une négociation, il vaut mieux être préparé et avoir aussi ses propres revendications, son propre agenda, ses propres objectifs. Alors ça, c'est la vision européenne. Moi, j'aimerais bien avoir la vision un peu asiatique avec vous, Thierry Mermet. Les clients que vous aidez à s'installer en Asie du Sud-Est, ils ont réagi comment, eux, quand ils ont appris la mise en place de la politique commerciale de Donald Trump? En Asie du Sud-Est, plus particulièrement au Vietnam, ils ont vite réagi. Ils ont été un peu tétanisés.
Moi, j'avais le lendemain des messages de clients, de mes équipes, en disant qu'est-ce qu'on va devenir 46% pour le Vietnam, c'est entre guillemets une catastrophe si les taxes s'imposent sur les produits pour le marché américain. Et puis en fait, ça s'est un peu tassé. C'est-à-dire que l'Asie du Sud-Est et le Vietnam, depuis Covid, le prix des transports maritimes qu'on fait x10 il y a 2-3 ans, guerre en Ukraine, etc., le Vietnam a montré pas mal de résilience dans son histoire. Donc les entreprises ont très vite réagi. J'ai envie de dire, peu importe l'actualité aujourd'hui, les taxes vont arriver, elles vont être décalées, ça va être le 9 juillet ou le 9... Vous voyez ce que je veux dire? Les entreprises, elles réagissent. Il y en a beaucoup qui nous ont demandé de trouver des nouveaux débouchés pour elles, dès le lendemain des annonces de Trump. Donc typiquement, on a un client américain qui a une usine au Vietnam, qui réimportait tout aux États-Unis. Le lendemain, il nous demandait d'aller ouvrir des marchés, l'Inde, l'Australie, et regarder sur l'Europe s'ils ne pouvaient pas écouler les produits de cette entreprise qui fabrique au Vietnam. Et puis aussi une réflexion sur la chaîne d'approvisionnement pour diminuer les coûts. Donc on en parlait tout à l'heure avec une partie sur les marges, mais aussi travailler sur le transport, l'emballage, comment gagner de l'espace, comment avoir moins de coûts. Enfin voilà, donc nous on a tout de suite travaillé avec beaucoup d'entreprises là-dessus. Ces tendances-là, je pense qu'elles resteront, peu importe, même si la guerre commerciale s'arrête, je pense que les entreprises garderont cette diversification au risque. Alors, Anne-Sophie Elsif, tout à l'heure, vous avez évoqué la parole de Donald Trump qui pourrait être de moins en moins audible. Je pense que le monde de la finance est d'accord avec vous, puisqu'il qualifie sa politique de taco trade, le commerce taco. Alors, taco, ça veut dire Trump always chicken out. Trump se dégonfle toujours en bon français. Ça veut dire qu'il risque de ne plus être pris au sérieux par les acteurs économiques, par les milieux d'affaires. Non, surtout, ce qui est assez intéressant, parce que c'est vrai que vous dites, côté européen, on se dit ça va faire très mal aux entreprises européennes. Mais c'est surtout une catastrophe pour les États-Unis, en premier lieu. Depuis qu'il est au pouvoir, on le voit, on est juste à une révision du taux de croissance de 1 point. Alors ils sont beaucoup plus de croissance que nous en Europe, etc. Il n'y a pas de sujet, mais quand même, en juste quelques semaines. Donc c'est vrai que c'est ça qui interpelle, et puis c'est surtout son objectif. On l'a dit, les droits de douane, pourquoi il les met en œuvre? Pour que les industriels massivement relocalisent la production aux États-Unis. Vous êtes industriel, vous travaillez avec eux chaque jour. Ce que regarde l'industriel, vous l'avez très bien dit, c'est d'être dans un climat qui soit sécurisé, où on a une perspective de 10-15 ans pour avoir après un retour sur investissement. Là, on est exactement dans l'inverse. Donc, on se dit, ce but, c'est de relocaliser la production. On sait à quel point c'est compliqué, surtout là, ils veulent faire absolument dans tout. C'est pas des secteurs stratégiques comme avec l'IRA. Et en plus de ça, on est dans ces droits de douane qui n'arrêtent pas de changer. Donc, on est vraiment à l'inverse de ce qu'il faut faire pour attirer les industriels, les investissements. Alors, il se dit, c'est le marché américain. Donc, bien sûr, il est en mode, comme on est premier, c'est ça qui va dominer sur le fait que j'ai des changements de parole. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand on fait le bilan, est-ce qu'on a eu des centaines, des milliers d'entreprises qui ont accouru vers le marché américain en disant « je relocalise ma production ». On n'a pas ce genre de résultat pour l'instant. Boris Lombard, vous voulez intervenir? Oui, je crois que c'est au-delà, encore une fois, des allers-retours de l'administration et de Donald Trump. On a basculé depuis maintenant une dizaine d'années dans un monde dans lequel on assiste à une régionalisation des chaînes de valeur dans l'industrie. Donc, d'une manière générale, cela va croissant, ça s'est affirmé beaucoup plus avec le Covid. Pourquoi cela se produit? Parce que tout simplement, pour couvrir des marchés à l'étranger, il faut être présent sur place, il faut être compétitif en termes de coûts, en termes de délai, il faut parfois combiner services et produits ensemble. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs additionnels qui concourent à ça. Le changement climatique et la préoccupation d'un impact CO2 réduit, donc une tendance à favoriser les circuits courts. Et puis également les tarifs qui s'ajoutent à cela. Mais je crois que les entreprises ont appris à raisonner maintenant depuis de nombreuses années, bien que, évidemment, elles sont perturbées par les annonces récentes, mais elles ont appris à raisonner depuis de nombreuses années par bloc. On produit en Chine pour la Chine, on produit en Inde pour l'Inde, on produit aux États-Unis pour les États-Unis. Et c'est une tendance qui va s'affirmer encore parce que derrière la gesticulation de l'administration américaine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait que l'IRA n'a pas inversé le commerce extérieur américain. C'est une préoccupation et quelque part l'industrie américaine souffre comme l'industrie européenne d'un problème d'innovation, d'un problème de productivité si on met à part quelques exceptions type Tesla. Il y a un vrai souci de ce point de vue-là et cette tendance va continuer à s'affirmer. C'est
à mon sens, ce que prennent en compte aujourd'hui les industriels. On va juste rappeler que l'IRA, c'est l'Inflation Reduction Act, qui est donc un plan contre l'inflation voulu par les États-Unis pour limiter la hausse des prix. Pour justifier sa politique commerciale, Benjamin Coriat, Donald Trump avance les chiffres de la balance commerciale américaine. Il affirme par exemple que l'Union européenne a dégagé un excédent de presque 236 milliards de dollars dans ses échanges commerciaux avec les États-Unis. Bruxelles semble parler de moins de 200 milliards. On est où elle est où la vérité dans tout ça? Non, en l'occurrence, c'est pas du tout parce que je suis européen, mais en l'occurrence, elle est bien plus du côté de l'Union européenne parce que, bon, d'abord, comme on sait, Trump est un fanatique des fake news, d'une part, mais d'autre part, en ce qui concerne son calcul, il a pris soin d'enlever les échanges sur les services. Sont excédentaires. Sur lesquels l'Europe est, elle, extrêmement déficitaire par rapport aux États-Unis. Donc, voilà, on peut, suivant les agrégats qu'on utilise, on obtiendra des chiffres différents. Mais bon, les chiffres sont bien plus du côté de ceux qu'annonce l'Union européenne. Parce que ça veut dire que si Donald Trump oublie, entre guillemets, les services dans son calcul, c'est que les services n'ont pas besoin d'usine, c'est ça? Je veux dire, Non, mais simplement, il oublie les services de ses calculs parce que ça modifie complètement la nature du déficit américain par rapport à l'Union européenne. Et juste sur les chiffres, quand on prend justement les services, on a un excédent européen qui est autour de 50 milliards. Donc on n'est pas du tout sur un déficit aussi important que Donald Trump le dit. Donc c'est pour ça que c'est très important. C'est pas du tout anecdotique. Exactement. Quand on parle vraiment du commerce, c'est vraiment les commerces de biens et services, pas du tout que les biens. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Thierry Mermet. Je voulais ajouter, en allant dans le sens de ce que vous évoquiez, que sur l'Asie, par contre, on parle beaucoup de biens, parce que c'est énormément d'exports. Et là, effectivement, les déficits sont importants, parce qu'il y a beaucoup moins de services produits. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir, entre le Covid et aujourd'hui, le déficit commercial, par exemple, Vietnam-États-Unis a été multiplié par 4. En défaveur évidemment des États-Unis, en passant de 30 à 140 milliards, en partie absorbant ce que la Chine a délocalisé au Vietnam pour exporter aux États-Unis. Donc là, on peut trouver une raison sur le commerce de biens par rapport aux droits de douane. La difficulté, c'est qu'en tapant sur tous les pays en même temps, cette imprévisibilité. À mon sens, l'erreur qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut plus regarder le commerce en volume, mais en création de valeur ajoutée. Et quand vous regardez justement en création de valeur ajoutée, eh bien là, les services, notamment les services de données, informatiques, financiers, donc là où les États-Unis dominent le monde, eh bien la valeur ajoutée créée est colossale. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et quand vous regardez justement les exports chinois, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la valeur ajoutée exportée ne cesse de croître et le volume diminue. Et ça veut dire qu'un pays se développe. Donc quand vous dites les chiffres pour les Chinois, le Vietnam, vous le regardez en volume, c'est logique parce que vous avez un pays de l'autre côté très 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 développé. Et ce qui compte, c'est la valeur créée, c'est pas du tout le volume. Et ça, la Chine l'a bien compris. C'est pour ça que leur stratégie, c'est vraiment d'augmenter les exports à forte valeur ajoutée, réduire ce qui ne l'est pas et le délocaliser dans les pays annexes, dont le Vietnam. Et donc c'est ça en fait la guerre commerciale. C'est le commerce, mais en valeur ajoutée, plus en volume. Est-ce que là je parle aux spécialistes de l'économie allemande surtout. Est-ce que lorsque l'Allemagne exporte des produits vers les États-Unis, on pense notamment à l'automobile par exemple, est-ce que c'est une réflexion qu'ont pu se faire les autorités allemandes, de se dire qu'il fallait peut-être revoir un petit peu le logiciel de calcul et d'échange avec les États-Unis? Alors, je ne sais pas, les négociations vont avoir lieu d'abord à l'échelon européen. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose à mettre dans la balance, tout comme les services. Mais vous avez raison, l'Allemagne exporte est excédentaire, surtout sur l'automobile, 120 milliards d'euros d'excédent sur les biens d'équipement. Également, enfin les machines-outils particulièrement, également 120 milliards d'euros d'excédent et avec un fort excédent vers les États-Unis. C'est de la valeur ajoutée, là, pour le coup. Évidemment, pour l'Allemagne. Il faudra que ces éléments, également le sujet des services, soient pris en compte, évidemment, dans la négociation. Madame Coriat, quelles sont donc, dans ces conditions, les armes de l'Europe pour résister, pour négocier et éviter de se faire manger, entre guillemets, à l'issue des négociations qui doivent aboutir au 9 juillet, je vais le rappeler. Oui. Bon, de ce qu'on peut savoir, l'Europe a proposé
un deal qui serait de revenir à zéro taxe entre l'Europe et les États-Unis. Ça n'a pas l'air d'enchanter les Américains, on comprend bien pourquoi. Pour le reste, on ne sait pas trop ce qui se prépare. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y avait un package d'environ 35 milliards de dollars qui avait été préparé en rétorsion contre les premières mesures sur l'acier et l'aluminium, puisqu'elles étaient chiffrées à 35 milliards. C'était assez astucieux, parce que ça visait des productions émanant des États républicains. Par exemple, les Harley-Davidson du Wisconsin, le maïs du Texas, etc. Bien. Mais là, les Européens ont reporté au 9 juillet. Si on reste à 50%, général, c'est plus du tout le même ordre. C'est 350 milliards de dollars qu'il faut envisager. Bon, alors, outre cette politique un peu ciblée, mais qui doit considérablement être élargie, de toute évidence, les grandes réserves, si je peux dire, européennes, elles sont du côté du numérique. Et donc, comme on a à la fois le DSA, le Digital Service Act, et le DMA sur les marchés, il y a toute une série d'instruments qui peuvent être mobilisés sur la question des services. Donc l'Europe a des outils. Bien sûr, la difficulté avec l'Europe, c'est pas qu'elle a pas les outils, c'est que est-ce qu'elle est décidée à les utiliser, et est-ce que les compromis internes en Europe entre les différents pays vont permettre de les mettre en œuvre. Mais ces outils, ils existent. Alors, très rapidement, le grand épouvantail pour Donald Trump, c'est Pékin. On va parler franchement. Pékin que le président américain accuse d'avoir violé les accords de détente entre les deux pays qui avaient été négociés à Genève, alors que les négociations sont toujours dans l'impasse. Alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Qu'est-ce que, si Donald Trump et Xi Jinping devaient s'appeler aujourd'hui, en 20 secondes, qu'est-ce qu'ils devraient se dire ? C'est pas facile, surtout en 20 secondes. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Trump fait toujours comme ça, va aller accuser un partenaire X ou Y de quelque chose de déloyal ou autre. C'est pour mettre la pression. Après, la Chine, dans son histoire, depuis l'intégration dans l'OMC, il y a eu effectivement un certain nombre de cas où la Chine n'a pas forcément respecté tout ce qui devait l'être non plus. Donc, j'ai envie de dire, c'est une annonce de plus dans le rapport de force. Voilà, en 20 secondes. La Chine, acteur incontournable d'une région qui aiguise les appétits français. Ce vendredi, Emmanuel Macron a bouclé une tournée en Asie du Sud-Est, 3 pays visités. Et avant Singapour, avant l'Indonésie, le président français a passé 3 jours au Vietnam. Une escale très commerciale qui s'est conclue par 9 milliards d'euros de contrats. Les détails avec Cécile Galuccio. C'est bien une nouvelle page qui s'écrit entre nos deux pays. Une nouvelle page qui rapporte 9 milliards d'euros ont été signés entre Paris et Hanoï. Pas moins de 14 contrats, de quoi relancer un marché longtemps délaissé par la France. Dans le détail, 20 Airbus A330-900 ont été commandés par la compagnie Vietjet. 20 Airbus qui s'ajoutent à un autre contrat signé l'an dernier de 20 avions du même type. En tout donc, 40 Airbus sont sur la table. De son côté, la compagnie maritime française CMA-CGM annonce un investissement de 600 millions de dollars, soit 527 millions d'euros, pour la construction d'un nouveau terminal portuaire en eau profonde à Haiphong, dans le nord du pays. Le partenariat Paris-Hanoï comporte aussi une coopération renforcée en matière de défense. Il s'agirait de partage d'informations sur des questions stratégiques, de lutte contre le terrorisme et de cybersécurité. Le président français en a profité pour réitérer son soutien au Vietnam, régulièrement en conflit avec la Chine, concernant la liberté de navigation. Nous partageons la même volonté de défendre le droit maritime international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le volet commercial n'a pas été oublié, car Emmanuel Macron le sait, le Vietnam, dont l'économie dépend fortement des exportations, est visé par des droits de douane américains importants. Alors Paris cherche à tirer son épingle du jeu. Enfin, un volet n'a pas du tout été évoqué, en tout cas pas publiquement, les droits humains.
Tolam, le secrétaire général du Parti communiste, figure la plus importante du pays, est pourtant vivement critiqué pour avoir orchestré une campagne de répression contre toutes les voix critiques de son pouvoir. Human Rights Watch a recensé plus de 170 prisonniers politiques, dont des blogueurs et des militants pour l'environnement. Thierry Mermet, je me tourne vers vous, assez naturellement, puisque vous êtes basé au Vietnam. On dit souvent que ce pays, c'est la Chine, mais en moins compliqué. Est-ce que c'est un partenaire qui est plus souple, plus ouvert que le géant de la région ? Je pense que c'est un pays qui apparaîtra plus ouvert, plus facile d'accès pour les entreprises françaises, parce qu'il est à taille humaine, 100 millions d'habitants. On a l'impression qu'on va pouvoir traiter avec eux de manière plus simple. Et puis c'est, je trouve aujourd'hui, j'y suis depuis 25 ans, un régime qui, même s'il reste politiquement très autoritaire, n'interfère pas dans l'économie, les entreprises privées. Il n'y a pas cette pression qu'on ressent, je crois, en Chine. Ce qu'a fait la Chine il y a quelques décennies. D'entreprises étrangères. Donc on a le sentiment que c'est plus simple. Je pense que ça ne l'est pas une fois qu'on est sur place, et qu'il faut travailler avec les Vietnamiens, qu'il faut négocier, et qu'il faut comprendre la culture, et qu'il faut respecter le temps long, et qu'il faut, etc., notamment quand on a en face des concurrents qui vont être aujourd'hui énormément concurrents pour la France, qui vont être Japon, Corée, Taïwan. Ça veut dire qu'en fait, le Vietnam n'attend pas après la France en particulier ou l'Europe en général. Pas du tout. D'ailleurs, c'était intéressant dans votre reportage. Il y avait une phrase à un moment, un marché, donc le Vietnam, qui a été longtemps délaissé, je crois, par la France. Je ne crois pas que c'est un marché qui est délaissé. C'est plutôt les entreprises françaises qui sont délaissées par les Vietnamiens dans leur développement économique. Non, mais vraiment, les besoins du Vietnam aujourd'hui, comme de l'ensemble de l'ASEAN, en infrastructure, en défense, en sécurité, en technologie, en agro-agriculture, sont énormes. On a plutôt, je pense, en France, des fleurons sur ce type de secteur. Et on n'est pas à la hauteur, je pense, de la force française et de toute l'histoire qu'on a en commun en termes d'échanges économiques. On va rappeler quelques chiffres. Le Vietnam a affiché une croissance de 7% l'an passé. La classe moyenne de ce pays a triplé en seulement 10 ans, entre 2010 et 2020. C'est un bassin de consommation, un marché à gros potentiel. C'est pour ça que ça intéresse la France, Anne-Sophie Elsner. Oui, ça intéresse la France. La difficulté, c'est que vous l'avez dit, que ce soit l'Europe, les États-Unis, c'est vrai que c'est là où on avait le plus de commerce, parce que par rapport toujours à nos commerces, notamment en valeur ajoutée, on a des niveaux de développement qui sont plus similaires. Donc forcément, vous faites plus de commerce. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on l'avait vu dans le passé, les pays de taille intermédiaire, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, sont dit à un moment comment on peut se réunir, développer nos échanges commerciaux, parce que on a le même niveau de gamme, ou en tout cas, on est un peu dans la même économie. Et donc, la difficulté que l'on a quand on veut diversifier ces marchés, on l'a dit, il faut le rappeler, en Europe, on n'est pas désindustrialisé. L'Allemagne et l'Italie sont très industrialisés, nous non, mais les autres non. Et donc, on exporte des produits qui sont plutôt à haute valeur ajoutée et qui sont plus achetés dans les pays comme la Chine, notamment les États-Unis. Et donc, c'est plus difficile de se diversifier vers des pays qui n'ont pas le même niveau de gamme. Mais par contre, le Vietnam, vous l'avez dit, c'est des pays qui se développent beaucoup. Donc, il y aura des besoins en construction, en technologie. Et là, c'est vrai que les entreprises françaises ont une carte à jouer. L'Asie, c'est un objectif pour l'Europe. Est-ce que c'est une cible qu'il faut que l'Europe vise, Boris Lombard? Je pense que c'est assez astucieux d'aller chercher d'autres marchés. C'est-à-dire, dans ce conflit entre la Chine et les États-Unis, ce conflit des deux blocs, trouver d'autres voies pour rééquilibrer le commerce de l'Europe. Vous avez utilisé un mot intéressant, le mot voie. C'est de là à croire que on peut être la troisième voie dont parle Emmanuel Macron. Oui, mais je crois il y avait le Vietnam, il y avait aussi l'Indonésie, pays dans lequel on a beaucoup de partenariats d'ordre militaire. Et ça, c'est aussi intéressant. La France a une industrie, de ce point de vue-là, qui est florissante, d'une part, et qui, en plus, a un positionnement politique plutôt moins aligné, en tout cas, sur les États-Unis que d'autres pays européens. Donc, je pense qu'elle a son rôle à jouer. Il faudra aussi, si on dézoome de l'Asie, penser au Mercosur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe a besoin véritablement d'équilibrer les risques et d'aller chercher d'autres marchés. Donc, je pense que c'est assez astucieux d'essayer de se développer dans cette région-là. Alors, je vous propose juste d'écouter Emmanuel Macron, qui a souligné les risques que comporte le bras de fer entre les États-Unis et la Chine sur la région de l'Asie. On écoute le président français. La conflictualité qu'il y a entre la Chine et les États-Unis d'Amérique est un fait géopolitique qui fait peser l'ombre portée du risque d'un conflit beaucoup plus large dans cette région majeure. On est une grande puissance militaire, géopolitique, donc on est une grande puissance. Mais enfin, on est lucide, nous ne sommes pas
une de ces deux grandes puissances au monde et le Vietnam non plus. Benjamin Corriat, on est lucide, dit Emmanuel Macron. Lucidité teintée d'un peu de fatalisme, non ? Écoutez, moi, ce que je pense de cette tournée, c'est la chose suivante. Je pense que elle est bienvenue, et puis c'est dans presque une figure imposée, c'est-à-dire que avec ces nouveaux droits de douane, etc., ouvrir, diversifier les marchés, notamment vers l'Asie et les pays intermédiaires d'Asie. Voilà, c'est bienvenu. C'est le rôle du président de la République. Bon, maintenant, l'histoire de la troisième voie, franchement, je suis plus que sceptique. D'abord, on n'est pas la Chine, on n'est pas les États-Unis, on est la France. Et on est la France-Afrique, si j'ose dire. Donc des conflits, on en a. Hein. Donc s'ériger en puissance raisonnable, etc. Moi, je trouve que Macron devrait tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Ça, c'est mon premier point. Mon second point, c'est que de la zone Indo-Pacifique, on a déjà été éjecté, je veux dire. Et ça a été fait par Biden, sauf erreur de ma part, au moment de la question des sous-marins avec l'Australie. Donc, ce qui est le jeu économique qu'essaye de faire la France me paraît normal dans l'ordre des choses et bienvenue. D'ailleurs, on va assister à d'autres échanges de ce type, à d'autres ouvertures de ce type. Trump force à ça. Hein, ça veut dire qu'il force à revoir. Ériger ça en modèle, j'ai quelques réserves. Alors, diplomatiquement, c'est comme vous le disiez, c'est bien joué, c'est le bon moment. Les pays de l'ASEAN et notamment le Vietnam appellent aussi à une forme de troisième voie. Maintenant, il faut bien garder en tête, parce que c'est intéressant, donc Macron appelle le Vietnam à être plus avec la France contre la Chine et les États-Unis. Il y a 15 jours, le président chinois était au Vietnam et appelait le Vietnam à répondre, je crois, conjointement, à s'opposer conjointement avec force aux États-Unis, avec la Chine. Donc le Vietnam est courtisé par un peu tout le monde. C'est de bonne guerre. Courtisé ou pris en étau un peu pris en étau entre les États-Unis et la Chine, courtisé par les pays qui veulent être non alignés sur les États-Unis ou la Chine. Après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? C'est-à-dire qu'il y a quelques grands contrats qui sont annoncés, c'est très bien. 25 ans au Vietnam, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est le tissu de PME d'entreprises françaises sur place. C'est les 30 000 Français qui souvent montent des entreprises localement. Ce tissu-là, je pense que c'est ce qui peut apporter le plus au commerce extérieur et à la renommée de la France dans la zone, au-delà des contrats. Et là, l'arbre Airbus cache la forêt des... En fait, il faut l'arbre Airbus, c'est très bien, mais apporter autant d'attention aux PME, aux ETI dans l'accompagnement pour réussir dans ce type d'environnement un peu complexe qu'est l'ASEAN, je pense, ferait plus de bien que seulement les grands groupes. Alors justement, vous parlez de l'ASEAN, on va le répéter, le rappeler, le Vietnam est un des 10 pays de cette organisation. C'est un bassin de presque 700 millions d'habitants, une organisation qui représente 3,5% du PIB mondial quand même. Des opportunités donc vraiment de commerciales pour la France et pour l'Europe, Boris Lombard. Oui, je crois que oui. Je voudrais rebondir sur le sujet des ETI. Ça me paraît assez intéressant parce que c'est... vous connaissez ça. L'Allemagne, c'est quand même le pays des ETI. Et l'Italie, c'est le modèle exportateur des deux pays qui ont gardé leur industrie en Europe. L'Italie et l'Allemagne, et je suis assez d'accord avec vous. Je pense que dans ces voyages de super VRP présidentiels auxquels on assiste, c'est bien de signer des grands contrats, parce qu'il y a aussi... Les grands contrats sont négociés déjà, les ETI sont en train de les négocier. Et les ETI feront partie finalement de tout ce qui est induit par ces gros contrats. Elles peuvent accompagner aussi ce type d'initiative, et il ne faut pas les oublier dans l'équation, évidemment. Juste pour finir, moi c'est vrai que je serais plus nuancée et je pense que c'est une bonne idée de jouer la fameuse troisième voie. Qu'est-ce qu'on voit pour beaucoup de pays dans le monde, mais c'est pas seulement les pays asiatiques, on a vu récemment aussi avec le Canada, on voit qu'il y a une guerre larvée entre les États-Unis et la Chine et beaucoup de pays se disent vers où on se tourne. La Chine, vous l'avez dit au Vietnam, c'est quand même la terre de prédilection, ils sont des accords commerciaux, donc mais il y a quand même une confiance qui est compliquée. Et de l'autre côté, les États-Unis, ce qui est assez intéressant avec ce qui s'est passé États-Unis-Europe, c'est que les États-Unis, en gros, nous ont quand même lâché
diversifier sur un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que c'est ce que dit le président français comme d'autres pays. Attention, vous pensez que les États-Unis vont toujours vous soutenir, mais vous voyez aujourd'hui qu'il y a une parole qui est réversible. Et ça fait vraiment mouche, pas seulement en Asie, mais dans beaucoup de pays, de se dire, certes, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier, il faut diversifier, et peut-être qu'au lieu d'être sous la coupe ou de la Chine ou des États-Unis, eh bien, on peut être avec l'Union européenne, qui a un marché intéressant, qui a peut-être, on l'a dit, des coïncidences ou des points de marché qui sont importants. Et je pense que jouer la troisième voie, ça peut être une très bonne idée, au contraire. Alors, je rebondis, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Nous, on le voit depuis les annonces de Trump. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises et de pays en ASEAN qui veulent dérisquer les États-Unis, alors que le sujet avant n'était que dérisquer la Chine. Avec les problèmes en mer de Chine, etc. Et aujourd'hui, les entreprises et les pays se demandent s'ils peuvent compter sur les États-Unis, même à la limite pour assurer la liberté maritime, etc. Ça, c'est un vrai changement. De là à incarner une troisième voie. Il y en a un sur ce qui n'est pas totalement d'accord. Non, parce que tout dépend de ce qu'on appelle troisième voie. Tout dépend de ce qu'on appelle troisième voie. Si on appelle troisième voie des voies de commerce consolidée entre la France, différents pays d'Europe et l'ASEAN, alors j'ai aucun doute, oui, je pense que ça va se faire. C'est commencé, la preuve est faite qu'il y a un intérêt réciproque. Si par troisième voie, on entend le sens plus, on va dire, au sens géopolitique. La constitution d'un bloc entre les États-Unis et la Chine dans l'Indo-Pacifique, alors bon, chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, je n'y crois pas du tout. Du tout. Est-ce qu'il faut justement penser à une troisième voie française ou à une troisième voie européenne? Qu'est-ce qu'on va leur apporter? Une troisième voie européenne. Et justement, c'est pour ça que la troisième voie, à mon sens, est tout à fait pertinente, parce qu'elle est géopolitique. On voit qu'on va avoir de plus en plus de conflits larvés. Et donc, ce qu'il faudra, on le voit avec la guerre en Ukraine, c'est d'avoir en fait des relations économiques, même si on a des intérêts géopolitiques différents. On n'est plus tout dans une situation où on n'a aucun contact économique géopolitique, et puis le jour au lendemain, on en a plein. On voit qu'on est vraiment dans un mix, une association. On le voit avec la Russie. On va continuer de faire du commerce, avoir des intérêts. Par contre, on ne sera pas d'accord géopolitiquement sur telle ou telle position, et on aura des alliances de circonstants conjoncturelles en fonction des intérêts de chacun. Boris Lombard, malgré tout, est-ce que les Européens n'ont pas un peu raté le coche? Parce que ces pays de l'ASEAN, ils sont déjà tournés vers le Japon, vers la Corée du Sud. Est-ce que on peut encore se rattraper le coup avec les pays de l'Indo-Pacifique? Je crois que c'est compliqué depuis l'Europe de faire de l'export de plus en plus à l'extérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors évidemment, c'est pas blanc ou noir, mais il me semble plutôt intelligent d'aller s'implanter dans ces pays et d'implanter nos propres filiales pour pouvoir développer, voire produire localement. Je crois qu'il faut entrer dans ce l'Asie doit devenir une terre de conquête. Il faut entrer dans ce type de partenariat parce que c'est la meilleure manière. Économique, pardon. C'est la meilleure manière de développer notre commerce, et c'est cette régionalisation des chaînes de valeur, elle est vraiment là. Et finalement, les industriels qui n'ont pas fait ce pari-là sont bien mariés aujourd'hui parce qu'ils subissent le coût des tarifs américains. Je pense qu'on va aller davantage dans cette direction, mais oui, il faut qu'on soit présent partout sur la planète. Thierry Mermet, les Asiatiques avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, comment est-ce qu'ils perçoivent les Européens d'un point de vue économique? Alors c'est intéressant, les Asiatiques, notamment sur les pays de l'ASEAN dans lesquels on travaille beaucoup, me parlent moins d'Europe que de chaque pays européen individuellement. Je ne suis pas sûr qu'ils voient... Je ne parle pas de la partie diplomatique, où évidemment il y a des relations avec l'Europe, mais il y a un accord pourtant de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne dans son ensemble, donc c'est quand même assez marquant. Sinon, ils ne voient pas, je pense aujourd'hui, l'Europe comme une puissance qui peut représenter un équivalent à la Chine ou aux États-Unis en termes d'action, de rapidité de décision, de force, etc. etc. Benjamin Coriat, vous avez... Oui, on est ramené à quel est le numéro de téléphone de l'Europe. Bon. Alors, ceci dit, moi, je répète ce que j'ai dit. Je pense que sur le plan économique, il va y avoir des développements. Ils sont annoncés.
Sur le plan géopolitique, j'y crois tout. On va faire quoi? On va leur envoyer des canons César? On en a 20 en tout, je veux dire. Bon, ça tient pas debout. Ça ne tient pas debout. On verra bien, mais bon. Ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une vision qui soit beaucoup plus prospective. La Chine avait le même discours en 2001 lorsqu'elle est rentrée à l'OMC. Et aujourd'hui, pourquoi elle domine le monde? Parce qu'elle est absolument, quasiment indépendante et souveraine dans tous les secteurs stratégiques, l'énergie, le commerce, tout. Donc c'est vrai que nous, en Europe, on a l'opportunité de s'émanciper des États-Unis aujourd'hui. L'idée, c'est pas de vendre des canons, etc. C'est pas du tout ça le sujet, mais c'est de se dire dans 10-15 ans, on en sera où et on aura quel partenariat stratégique pour faire face aux deux autres puissances. Merci beaucoup Anne-Sophie Alsif, merci beaucoup Benjamin Coriat, merci à Boris Lombard et à Thierry Mermet. Merci d'avoir été les invités de la semaine de l'Écho sur France 24. On se retrouve dans la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, surtout n'hésitez pas à venir nous visiter et je vous dis à très bientôt.